et revenir brièvement sur l'histoire de l'équilibre hormonal. En fait, la dernière fois, on avait regardé un petit peu des notions générales sur le cancer, les différents types de cancer du sein, et on était rendu dans tous. En fait, j'appelle ça équilibre hormonal, mais c'est ce que je veux vous présenter dans cette section-là, c'est vraiment comment toutes les hormones interagissent entre elles. Et pour moi, quand je disais que c'est une maladie multifactorielle avec vraiment d'innombrables causes possibles, et je pense que chaque femme qui a un cancer du sein a comme une espèce de soupe de facteurs de cause qui est très spécifique à elle. Et donc, plus moi je comprends qu'est-ce qui est particulier, plus mes recommandations vont être ciblées par rapport à elle. Ça ne veut pas dire que je vais donner vraiment drastiquement différentes plantes ou différents suppléments parce qu'il y en a beaucoup qui font toutes sortes de choses en même temps, mais ça veut dire que je vais être capable de l'expliquer dans des termes qui collent à son histoire à elle et du coup, ça va avoir beaucoup plus de sens pour elle de manger des légumes ou faire de l'exercice parce qu'elle va comprendre pourquoi c'est important dans son cas à elle, en fait. Donc, c'est ça c'est pour moi à ça que ça sert de comprendre tout ça. Puis aussi faire la différence entre est-ce que c'était vraiment important dans ce cas-ci de réviser l'équilibre hormonal, mettre des plantes pour le foie en lien avec ça, travailler sur les xénoestrogènes, tout ça, ou dans ce cas-ci, c'est plus important de travailler sur la glycémie ou la gestion du stress. Donc, je vais le regarder un petit peu avec vous à travers les prochains cours, puis on va plus le décortiquer quand on va regarder des cas aussi spécifiques. Donc, dans cette histoire-là, je vous avais présenté la différence entre les xénoestrogènes et les endoestrogènes, qui sont les estrogènes qu'on fabrique. Les xénos, ceux qui viennent de l'extérieur, mais qui sont de sources plutôt synthétiques, donc tout ce qui est nouveaux produits chimiques qu'on retrouve dans les vapeurs de vernis, de peinture, de caoutchouc, de trucs comme ça, des pesticides, etc. Et puis, on avait parlé du fait que c'était des molécules qui avaient une action beaucoup plus grande sur les tissus hormonodépendants que tout ce qui est endoestrogène, donc les estrogènes que nous, on fabrique, et phytoestrogènes, ceux qui viennent des plantes. Là, vous avez une liste des sources de xénoestrogènes. Ça, il y a vraiment de plus en plus d'informations sur Internet, puis c'est assez uniforme, l'information. Donc, si vous voulez aller lire un petit peu plus sur les xénoestrogènes, ça peut être intéressant. Je vous avoue que c'est un sujet de discussion à peu près quotidien avec ma fille de 14 ans, mais bon, j'essaie de rester calme et puis de faire la part des choses. Là. Mais c'est sûr que ça implique pas de cosmétiques, de shampoing, de déodorants, de trucs commerciaux. Puis donc, à 14 ans, c'est pas son choix à elle. Mais c'est quelque chose qui est important à discuter avec les femmes parce que ça fait partie d'arrêter de rajouter des xénoestrogènes, d'aider l'équilibre, en fait. Là. Le métabolisme de l'estrogène, je vous ai mis cette diapo-là pour comprendre, en fait, pour voir comment le foie gère en deux réactions chimiques les différents composés liés à l'estrogène. Il y a des tests qui existent d'urine pour voir qu'est-ce que le corps est capable d'extraire, quelle forme d'estrogène le corps fabrique le plus pour être capable de l'aider avec des suppléments à aller dans les voies métaboliques qui sont les plus intéressantes pour éviter le cancer. Je fais moins faire ces tests-là parce que c'est des tests qui sont chers, mais aussi, ce n'est pas des tests médicaux, c'est des tests que les naturopathes vont en général faire. Et puis, comme c'est cher et j'ai arrêté, puis aussi parce que beaucoup des plantes que je vais utiliser se retrouvent de toute façon pour d'autres raisons dans les protocoles, donc ça ne changeait pas le choix des plantes, donc j'ai arrêté de faire passer le test. Puis on avait commencé déjà la dernière fois à voir la progestérone, son lien avec l'estrogène et comment la progestérone est affectée par l'insuline et le cortisol, puis on va revenir sur ces deux hormones-là aujourd'hui. On avait vu aussi la thyroïde, comment dans un problème d'hypothyroïdie, même sous-clinique, donc ça se peut que ça ne soit pas diagnostiqué parce qu'il n'y a pas forcément de symptômes et parce que les taux de TSH, de l'hormone qui stimule la thyroïde, sont normaux. Donc, ça se peut qu'il n'y ait pas de diagnostic d'hypothyroïdie, mais qu'il y ait quand même une fatigue au niveau de la thyroïde sous-clinique et que ça a un impact sur l'équilibre hormonal, donc plus d'estrogène, moins de progestérone aussi qui peut avoir, et en fait, la progestérone et le cortisol aussi peuvent avoir un lien avec la thyroïde.
quand on pense thyroïde, il y a tout un ralentissement du métabolisme et donc forcément un ralentissement de la gestion des déchets, un ralentissement de la respiration cellulaire et donc un ralentissement de la réparation des tissus aussi. Donc, c'est comme si le corps, il fonctionne au ralenti, puis toutes les fonctions, les tissus n'arrivent pas à être bien oxygénés, réparés. Donc, c'est sûr que ça peut aussi promouvoir la prolifération de cellules cancéreuses juste parce que ce n'est pas idéal ou optimum comme ambiance dans les tissus, si on veut. L'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée pour gérer le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire que c'est une hormone qui va permettre au glucose de rentrer dans les cellules. Et donc, forcément, si je mange plus de glucose ou de glucides, je vais avoir plus de sécrétion d'insuline. Et ce qu'on appelle le syndrome X ou syndrome métabolique, c'est ce qui s'appelle aussi des fois prédiabète, c'est-à-dire que je vais avoir en circulation plus d'insuline dans le sang parce que je me trouve dans une situation où, à cause de l'âge, des habitudes de vie, les cellules des tissus deviennent tranquillement résistantes à l'insuline. Donc, j'ai besoin de fabriquer plus d'insuline pour que le sucre rentre dans le sang. Puis, on va revenir plus en détail là-dessus parce que c'est quand même un axe que je trouve important en lien avec le cancer du sein. Et donc, je me retrouve à avoir plus d'insuline et l'insuline peut être directement un facteur de croissance pour le cancer du sein, entre autres les différents cancers. Et si j'ai plus d'insuline en circulation, je peux avoir aussi plus de facteurs de croissance à l'insuline en circulation qui sont eux aussi des facteurs de croissance pour le cancer du sein. Si j'ai plus d'insuline, je vais aussi avoir moins de progestérone et plus de testostérone en circulation, donc plus d'estrogène, comme on avait vu la dernière fois, le lien entre la progestérone et l'estrogène. Je vais avoir plus de glucose en circulation pour nourrir toutes les cellules, dont les cellules cancéreuses, parce que je vais avoir mon insuline est comme moins efficace parce que mes cellules résistent à l'insuline, donc le glucose reste en circulation dans le sang plus longtemps. Plus d'inflammation générale aussi, pas forcément avec la douleur, mais juste un état inflammatoire qui fait qu'il y a plus de chances d'avoir des malformations génétiques, moins de réparation cellulaire et plus de facteurs de croissance à l'insuline. IGF, c'est Insulin Growth Factor, c'est le facteur de croissance à l'insuline dont je parlais tout à l'heure. Et lui, quand il est élevé, il peut diminuer l'apoptose, donc la capacité d'autodestruction des cellules cancéreuses ou de toutes les cellules en fait, et diminuer l'efficacité de certaines chimiothérapies. Donc, il y a carrément un avantage à gérer le sucre même pendant la chimiothérapie pour... en fait, c'est pas juste gérer le sucre, c'est pas juste couper le sucre dans l'alimentation, mais c'est s'assurer d'un bon métabolisme du sucre. Donc ça passe par... il y a des plantes qui vont aider, mais ça passe aussi par l'exercice qui va faire que les cellules des muscles vont être plus capables de gérer le sucre, en fait. Et quand il y a plus d'estrogène, ça peut augmenter la présence de sites récepteurs aux facteurs de croissance à l'insuline. Donc, je me trouve dans une espèce de cercle vicieux où j'ai plus d'estrogène, plus de sites récepteurs aux facteurs de croissance à l'insuline. Puis là, je vais comme activer les mêmes cellules tout le temps, en fait. Le facteur de croissance à l'insuline, c'est des molécules aussi produites en réaction à la présence d'insuline dans le corps et ça augmente la prolifération cellulaire et ça diminue l'apoptose. Et ils sont en général produits par les cellules, les adipocytes, les cellules de gras, donc associés aussi avec l'obésité et la résistance à l'insuline. Et on traite comme si c'était un prédiabète ou un diabète de type 2. Donc, on va travailler avec une alimentation limitée en glucides. Ce n'est pas pauvre en glucides, mais c'est plus comme une alimentation pour quelqu'un qui serait diabétique, avec moins d'aliments à index glycémique rapide, donc une bonne quantité de protéines de qualité, des fibres, des légumes, mais on va juste limiter tout ce qui est farine, sucre raffiné, dessert, etc. Et de l'exercice, parce que l'exercice, ça va diminuer la résistance à l'insuline des cellules. Donc, ça va faire que les cellules vont être plus efficaces. Je vais avoir moins besoin de fabriquer d'insuline pour gérer la même quantité de glucides dans mon alimentation. Des plantes médicinales que je vous ai nommées ici, mais qu'on va revoir en détail quand on va aller dans le diaporama sur la glycémie. Et qui peuvent se trouver sous forme de suppléments, mais extraits de plantes aussi. Lycopène qu'on retrouve dans les tomates, limonène qu'on retrouve dans tous les agrumes.
Les graines de lin qui vont beaucoup aider à gérer les quantités de sucre en ralentissant l'absorption. Puis est-ce que, on ne l'a pas vu encore en fait, qu'est-ce que ça fait exactement les graines de lin, mais les graines de lin, ils vont aussi agir sur SHBG. Je ne sais pas si vous vous rappelez, SHBG, c'était, je vais reculer pour que vous l'ayez en visuel, c'est une protéine qui, sex hormone binding globulin, c'est une protéine qui s'attache aux estrogènes en circulation pour les rendre inactives. Donc, si je mange des graines de lin, je vais avoir plus de cette protéine-là, donc moins d'hormones dont de l'estrogène active dans la circulation du sang et aussi un ralentissement de l'absorption du sucre au niveau intestinal parce que j'ai des fibres solubles qui vont aider à ralentir. Et le chrome, parce que le chrome va aider à rentrer le sucre dans les cellules et améliorer la gestion du sucre, en fait. Le chrome, ça se prend plus sous forme de complément alimentaire en général. Donc, la mélatonine, elle est sécrétée normalement par la glande pinéale dans le cerveau et elle modifie nos fonctions nerveuses, endocrines et immunitaires. Il y a des études qui démontrent que jusqu'à chez les personnes qui ont un cancer, ils ont en moyenne des niveaux jusqu'à 30 à 40% plus bas que la normale de mélatonine quand c'est mesuré. Et c'est sûr que les taux de mélatonine sont plus bas chez les personnes qui ont des travails ou qui ont un horaire qui alterne jour-nuit. Donc, les gens qui travaillent des fois de jour, des fois de nuit, et que l'horaire change, ils vont avoir des plus bas taux de mélatonine, en fait. Et quand une petite tumeur se forme, l'épiphyse sécrète plus de mélatonine pour aider à se débarrasser de cette tumeur. C'est une augmentation de la sécrétion qui est temporaire, mais ça nous indique aussi que la mélatonine directement peut être intéressante pour contrôler des cellules cancéreuses. Des études épidémiologiques donc, qui regardent un petit peu les problèmes de santé qui reviennent quand on compare avec différents emplois ou habitudes de vie ont montré que chez les infirmières, les hôtesses de l'air et les personnes qui travaillent la nuit, elles avaient 60% plus de chances de développer un cancer du sein, même en tenant compte d'autres facteurs comme l'alimentation. Et suite à ces études, l'OMS a décidé que le travail a placé le travail à horaire variable dans la catégorie des carcinogènes possibles. Donc, c'est sûr que ça, ce n'est pas évident non plus si c'est ça l'horaire ou le mode de vie de la personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain. On peut décider qu'on mange plus de légumes, mais on ne peut pas forcément décider qu'on change l'horaire de travail. Mais c'est quand même un facteur important à en prendre en compte. Puis, des fois, ça peut être d'aider les gens tranquillement sur plusieurs années à transformer leurs habitudes de vie pour avoir un horaire plus régulier. Ça peut être juste de travailler de soir, par exemple, au lieu de travailler de nuit et de jour, pas arrêter d'alterner entre jour et nuit aussi, avoir quelque chose de plus stable pour essayer de créer un genre de rythme, parce que le corps a besoin de ce rythme-là pour bien fonctionner, a besoin d'une régularité. Et dès qu'on change de rythme, ça amène un stress, puis ça a une incidence sur les différentes hormones, en fait. Voilà, donc la mélatonine peut directement tuer des cellules cancéreuses. Quand il y en a moins, quand il n'y en a pas assez, il va y avoir moins de production de facteurs de... Pardon, la présence de mélatonine aide à diminuer la production de facteurs de croissance tumorale, donc ça va ralentir la croissance des tumeurs cancéreuses. Ça va augmenter la différenciation des cellules aussi, donc ça veut dire que les cellules, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé des comment les cancers étaient classés selon leur évolution, puis une des choses qui est mesurée dans l'évolution, c'est le taux de différenciation des cellules. Une cellule très différenciée, elle va avoir des caractéristiques spécifiques au tissu où elle est, comme dans le cas d'une cellule de sein, elle va avoir des caractéristiques spécifiques de canal de production de lait ou de glandes qui produisent du lait ou des cellules où est-ce qu'elle est. Mais plus elle se dédifférencie, plus elle perd de cette différenciation, plus elle ressemble à une cellule souche, donc elle a moins de caractéristiques spécifiques, puis elle peut aussi plus passer inaperçue partout et s'installer ailleurs ou se promener dans le corps sans être identifiée. Et donc, la mélatonine va aider à augmenter la différenciation des cellules, va aider à augmenter l'efficacité du système immunitaire, va diminuer la capacité des cellules cancéreuses de s'attacher aux tissus épithéliaux. Donc, en fait, quand il y a la masse initiale,
la tumeur primaire, si on veut, elle doit acquérir des capacités spécifiques pour que les cellules puissent se détacher puis aillent se promener ailleurs, en fait. Les cellules n'ont pas cette capacité-là naturellement parce que des cellules saines vont rester attachées à leur tissu d'origine et vont arrêter de se reproduire quand elles vont toucher à leurs voisines. Mais à force d'acquérir des mutations génétiques, elles acquièrent la capacité de se détacher puis aller s'installer ailleurs. Puis pour s'installer ailleurs, elles doivent partir dans le sang, puis une fois qu'elles sont dans le sang, elles doivent s'arrêter puis s'attacher au tissu épithélial à l'intérieur des vaisseaux sanguins pour s'arrêter, pour ne pas continuer à tourner en rond dans le sang, mais être capable de traverser la paroi puis s'installer ailleurs. Et donc, la mélatonine va diminuer la capacité de ces cellules-là, des cellules cancéreuses, de s'attacher, donc va aider à diminuer la prolifération dans d'autres tissus, en fait, finalement. Ça va aider la régularisation de la division et de la multiplication des cellules et ça va diminuer le nombre de sites récepteurs à l'estrogène des cellules et entrer en compétition avec l'estrogène pour les sites récepteurs restants. Donc, ça peut aussi comme directement se fixer puis empêcher que l'estrogène aille stimuler puis ralentir de cette façon-là l'évolution du cancer, si on veut. Lui aussi, c'est une plante. Mon hésitation, c'est que j'hésite toujours à le présenter dans un cours sur le cancer du sein parce que c'est une plante où il y a beaucoup d'études in vitro sur sa capacité de réparer certaines mutations génétiques, notamment au niveau d'un gène qui s'appelle P53, qui est un gène qui code pour la reproduction des cellules. En fait, c'est comme un poste de vérification que la cellule est encore saine. Puis, si lui, il est muté, les cellules vont se reproduire même si elles ont des brides dans la chaîne d'ADN. Donc, c'est aussi un des premiers gènes à être muté qui permet que les cellules se reproduisent même si elles sont défectueuses. Et le curcuma pourrait renverser cette mutation génétique. En fait, c'est la curcumine dans les études in vitro qui a montré ça. Dans la vraie vie, le curcuma tout seul, quand on mange du curcuma, ça n'aura pas forcément cet impact-là. Ça prend des très grands dosages de curcuma pour arriver à ces effets-là. Et donc, ce n'est pas non plus un magic bullet ou une plante magique, mais il y a beaucoup d'avantages à la plante entière, pas juste à la curcumine. Donc, la curcumine, le constituant actif qui a été beaucoup étudié, est extrait du curcuma, mais dans le curcuma, il y a beaucoup d'autres constituants intéressants que la curcumine. Donc, vous avez des idées de dosage ici, soit la plante sèche, 5 à 10 grammes de racines de curcuma sèche par jour, mais ça peut être beaucoup plus parce que ce n'est pas une plante toxique non plus, ou de la curcumine et des extraits contenant 95% de curcuminoïdes. Le curcuma frais, ça va être encore plus parce que dans le curcuma frais, il y a au moins 10 fois plus d'eau. Donc, ça serait comme 50 à 100 grammes de curcuma par jour minimum. Mais c'est très rare que je vais utiliser le curcuma frais justement parce que c'est beaucoup moins concentré que sec. En même temps, il y a toute la vitalité de la plante, on pourrait dire, mais ça dépend ce que je vais aller chercher. Dans son côté digestif et anti-inflammatoire général pour les douleurs et tout, on peut l'utiliser frais, mais en bonne quantité sous forme de jus. Mais sinon, en général, je vais l'utiliser plutôt sec. Puis dans les notes de cours, vous avez dans les formes et dosages comment mélanger le curcuma avec la poudre de curcuma sec, avec un peu de poivre noir et des oméga-3. En général, je suggère des huiles de poisson pour avoir quelque chose qui va allier tous les morceaux nécessaires pour qu'ils soient bien assimilés. Et là, je vais avoir tous les autres constituants, à part la curcumine, qui sont intéressants aussi pour le côté anti-inflammatoire et anti-cancer. Donc, en général, je vais plus utiliser cette forme-là parce que je la trouve plus complète. C'est sûr que la problématique, c'est une histoire de goût parce que ça fait une pâte au curcuma qui est très goûteuse. Ça prend des bonnes quantités par jour, de l'ordre de 1 à 2 cuillères à soupe 2 fois par jour de cette pâte-là. Donc, ça fait que pour les gens, des fois, ce n'est pas évident à prendre sur une base quotidienne sur le long terme. Sinon, si les gens ne veulent pas le prendre comme ça, je vais plutôt aller vers des suppléments où la curcumine est concentrée en fait à 95% de curcuminoïdes pour avoir une bonne quantité de principes actifs. Puis on peut mettre à ce moment-là, si on le prend en complément, on peut prendre du curcuma sous forme alimentaire, c'est-à-dire un petit peu tous les jours dans un smoothie ou dans les repas pour avoir les autres constituants du curcuma ou à ce moment-là sous forme de jus pour avoir les autres constituants du curcuma.
Donc, ce que je vais chercher dans le curcuma par rapport aux hormones, c'est tout son côté régénérateur hépatique. Donc, lui, il rentre dans les plantes qui va aider le foie à se régénérer et qui va aider les parties saines du foie s'il y a des métastases ou même juste le foie à être plus en santé, à mieux tolérer des traitements chimiothérapie. Si vous avez, je ne pense pas que je l'ai partagé parce que j'ai programmé ça. Je vais vous mettre un lien vers un article dans le forum, je vais mettre ça. Un de mes professeurs en oncologie, plantes médicinales aux États-Unis, s'appelle Donald Jens. Il a un blog super intéressant où il publie des articles. Puis comme il travaille beaucoup en oncologie, souvent ça va être des articles en lien avec l'oncologie et les plantes médicinales. Puis récemment, il a publié un article sur l'intérêt des interactions positives entre les plantes et les médicaments. Et le curcuma, c'en est un qui peut être intéressant parce qu'il va à la fois protéger le foie et augmenter l'efficacité de certaines chimiothérapies. Par contre, il faut faire ça dans un contexte médical où on travaille de façon intégrative parce que si ça augmente l'efficacité de la chimiothérapie, ça augmente aussi potentiellement sa toxicité. Donc, il faut pouvoir ajuster le dosage du traitement, donc moins donner de chimiothérapie pour le même effet, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait au Québec ou en France à ma connaissance, mais c'est juste vers ça que pourrait aller la médecine intégrative où on mélange les plantes médicinales, par exemple, et les traitements conventionnels pour que les gens ait un meilleur effet avec une moins grosse dose de quelque chose qui est quand même très toxique et du coup, une meilleure tolérance, meilleure qualité de vie, puis ils puissent tolérer le traitement plus longtemps. Donc, ça, c'est un article intéressant où justement, il compare les deux et c'est à ça que le curcuma va être intéressant. Dans le contexte actuel, on va revenir quand on va parler de mélanger plantes et traitements conventionnels. Je vais en général suggérer aux gens d'arrêter toutes ces plantes-là. En fait, je leur suggère de tout arrêter parce que c'est beaucoup plus simple. 3 jours avant, le jour 2 et 3 jours après leur traitement de chimiothérapie. Et avec cette fenêtre thérapeutique-là, on évite ces risques d'interaction positive ou négative. Puis en général, ça, c'est bien accepté par les équipes d'oncologie. Donc, c'est toujours sous approbation de l'équipe d'oncologie, mais ça, en général, ça permet de prendre des plantes parce que c'est souvent aux 3 semaines que les gens vont avoir un traitement de chimiothérapie classique. C'est différent avec les nouvelles chimiothérapies ciblées. On n'a pas du tout les mêmes risques d'interaction, donc ça va être un peu différent. L'herboriste, il s'appelle Donald Yance, Y-A-N-C-E, mais je vais vous partager le lien vers cet article spécifique sur le curcuma dans le forum, puis là, vous allez tomber sur son blog, puis vous allez voir, il y a aussi beaucoup écrit d'articles sur la COVID dans les 2 dernières années, mais avant ça, aussi beaucoup d'articles sur l'oncologie et les plantes. Les chimios toutes les semaines, ça dépend des types de cancers et ça dépend des types de chimio. Donc, c'est comme ça dépend vraiment des cancers du sein et des types de traitements. Donc, on va revenir là-dessus quand on va parler des traitements plus spécifiques. Le curcuma, lui, donc vraiment régénérer, protéger le foie dans son fonctionnement, puis il va aussi aider la production de la bile, la digestion. Ça reste que c'est quand même comme un enzyme et un soutien digestif. Donc, je pourrais aussi choisir de le prendre avant les repas. Mais là, avant les repas, il va beaucoup plus aider à la digestion, tandis que lui, si je le prends à jeun entre les repas, c'est là que je vais plus avoir l'effet anti-inflammatoire, antitumoral du curcuma parce qu'il ne sera pas occupé à digérer, il va être occupé à faire autre chose qui nous intéresse dans ce cas-ci. Voilà, donc quelques exemples d'études. Les études cliniques que j'avais trouvées, c'était en lien avec la toxicité. Donc, pas de toxicité après 8000 mg de curcumine prise oralement pendant 3 mois et des effets notés dans la prévention du cancer. Et in vitro, diminuerait le potentiel de formation des métastases dans 3 lignées de cancer du sein. Donc, ça, c'est des exemples. Je vais arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est 3h30 et je vais repartir au Chardon-Marie la prochaine fois qu'on va se voir. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai mis le 2e diaporama dans les documents. Donc, si vous voulez aller le télécharger, vous pouvez aller voir, il est là. Et j'ai aussi mis le document pour préparer une étude de cas à présenter. Donc, s'il y en a d'entre vous qui savaient que vous voulez présenter des études de cas, vous pouvez déjà les mettre parce que je pourrais mettre des commentaires, commencer à intervenir dans le forum et on pourra les rajouter, en parler en classe quand on va avancer dans les cours, quand on aura avancé dans la théorie. Même chose, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les écrire dans le forum puis je pourrai vous répondre là. Alors, bonne fin de journée à tout le monde, puis on se retrouve au prochain cours. Au revoir.